répondu à notre invitation, vous êtes... Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors nous sommes au tout début du XIIIe siècle, à l'époque une institution d'un genre nouveau, née simultanément à Paris, à Bologne et à Oxford. Une des créations les plus originales de la civilisation occidentale, il s'agit de l'université. Pendant près de 3 siècles, tout ou presque se faisait dans les universités. Théologie bien sûr, philosophie, mais aussi droit et sciences. Je vous propose aujourd'hui de comprendre le rôle de l'Église, le rôle de la papauté aussi naturellement, dans la création de ces institutions. Quand apparaît tout d'abord l'universitas, que disent ces créations de la culture occidentale médiévale, qui sont les acteurs de l'université, quels seront les conflits de pouvoir, mais aussi les débats intellectuels qui vont agir au sein de l'institution. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Jacques Verger et Nathalie Gorochoff. Jacques Verger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes membre de l'Institut, élu à l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, professeur émérite des universités, auteur de nombreux ouvrages sur la question universitaire à l'époque médiévale. Alors il y a ce classique tout d'abord, les universités au Moyen-Âge, paru aux presses universitaires de France. Et il y a un autre livre que j'ai utilisé pour préparer cette émission, Les gens de savoir en Europe à la fin du Moyen-Âge. Alors il ne s'agit pas d'un livre sur les grands hommes, sur les grands penseurs, mais la façon dont on abordait au fond le savoir. Nathalie Gorochoff, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Alors vous êtes professeur des universités, à l'université Paris-Est Créteil. Et pour cette émission, eh bien, j'ai retenu cet ouvrage qui est évidemment un classique, Naissance de l'université, les écoles de Paris d'Innocent III à Thomas d'Aquin dans la première moitié du XIIIe siècle, un livre paru chez Honoré Champion. Alors je me tourne vers vous, Jacques Verger. Nous sommes au XIIe siècle. Quelle est la situation de l'école en Occident et quel était le rôle des structures ecclésiastiques dans les institutions scolaires? Alors le XIIe siècle est une époque où l'école justement prend ou reprend comme on veut une grande importance dans la vie culturelle bien sûr, mais aussi religieuse et même d'une certaine manière politique de l'Occident. Après un haut Moyen-Âge où les écoles n'avaient pas disparu, mais enfin où elles n'occupaient plus qu'une place très marginale, on peut dire, liée avant tout aux monastères, aux certains monastères. Au XIIe siècle, on voit réapparaître une multiplicité d'écoles dans les villes, alors que les écoles de l'époque antérieure étaient donc plutôt situées dans des monastères ruraux. Ces écoles dans les villes, naturellement, pour la plupart, en tout cas c'est le cas en France, restent soumises à l'autorité de l'Église et les gens qui enseignent sont des clercs et les étudiants sont considérés comme des clercs. Ailleurs, en Italie, on évolue déjà vers quelque chose de plus laïque. On a des professeurs qui sont des laïcs, des gens mariés, et voilà, c'est différent. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir qu'au XIIe siècle, on a une multiplication des écoles, donc un nombre croissant de d'élèves, donc il se forme un véritable groupe social et qui, tout en appartenant pour la plupart à l'Église, devient spécifique malgré tout, ne s'identifie plus comme jadis simplement moi aux novices. Et puis, ce qui change aussi au XIIe siècle, c'est le contenu de ce qu'on enseigne. Dans les écoles du Moyen-Âge, on enseignait ce qu'on appelait la grammaire, disons le latin en fait, puisque le latin n'était plus la langue maternelle, mais il fallait apprendre le latin. Et puis, on commentait la Bible, on commentait l'écriture sainte. Désormais, on voit réapparaître des disciplines qui ne sont pas anti-religieuses, mais qui sont quand même des disciplines profanes, correspondant à des besoins sociaux différents, et qui sont donc en effet le droit, la médecine, la philosophie, donc un élargissement considérable de l'offre d'enseignement en somme, à partir de textes, là aussi on peut en reparler, de textes redécouverts, qu'on voit qu'ils aient été dans les bibliothèques, soit qu'on les traduise, et puis donc une attente sociale plus grande de la part de l'Église, mais aussi de la part des princes, mais aussi de la part des élites urbaines, donc voilà, il y a la conjonction de tous ces facteurs, et alors ça ne se trouve pas partout évidemment, ça joue d'abord dans quelques centres un peu privilégiés, pour des raisons diverses, alors Paris c'est évident, en Italie, bon, Bologne et d'autres villes, un peu plus tard et peut-être à échelle un peu plus modeste Oxford en Angleterre, autour des grandes villes de la vallée du Rhin, pour les pays d'Empire, enfin, voilà, il y a quelques centres dans lesquels se produit ce qu'on appelle une révolution scolaire, une renaissance scolaire du XIIe siècle, et qui est effectivement le soubassement des universités qui naissent au siècle suivant. Nathalie Gorochoff, quel était le niveau de ces écoles qui apparaissent tout au long du XIIe siècle? Alors justement, comme vient de le dire Monsieur Verger, la Verger, en fait, c'est le niveau de ces écoles et sans commune mesure avec ce qui était enseigné dans les siècles précédents. On a véritablement là des maîtres qui enseignent des disciplines de haut niveau, qui font des cours de philosophie, qui commentent l'ancienne logique d'Aristote, qui était connue de l'œuvre d'Aristote, en tout cas jusqu'à la fin du XIIe siècle, qui commentent la médecine, qui commentent des traités de médecine, qui commentent la Bible également, qui commencent également à produire des ouvrages un peu d'un genre nouveau qu'on pourrait presque apparenter à des grandes synthèses, des sortes de manuels qui vont servir à leurs étudiants. Je pense par exemple à l'évêque de Paris, Pierre Lombard, qui est un Italien, qui est venu enseigner dans les écoles parisiennes au milieu du XIIe siècle et qui a produit une énorme synthèse sur la foi, qui s'appelle, sur les sacrements, qui s'appelle Les Sentences de Pierre Lombard. Donc en fait des gens qui enseignent à assez haut niveau et qui surtout une sorte de réflexion finalement sur leur enseignement, puisqu'ils vont produire, on pourrait également citer pour le droit canonique le décret de Gratien. Alors lui, on ne sait pas s'il enseigne ou pas, mais vers 1140, il fait une très grosse synthèse dans ce décret de tous les textes canoniques connus. Et donc on a là au milieu du XIIe siècle aussi des tentatives d'embrasser la discipline, qui montrent cette volonté voilà, de la maîtriser complètement, ce qui est très nouveau finalement à cette époque. Cette institution scolaire, elle concerne avant tout le monde urbain ou elle existe aussi dans les campagnes? Vous évoquez... Est-ce que le fait que l'Église ait été mêlée de près à l'instruction en France fait en sorte que, attention, je vais ouvrir des grands guillemets, parce que la méditation est très intéressante, je trouve, pour parler de
du, du repos. Alors, je vais ouvrir des très gros guillemets afin de parler. Attention. 3, 2, 1. Prenez 2 mètres à 3 mètres de distance. Car je veux dire, tournez-vous encore, reculez. Voilà, je ne vous parle plus. Je parle à tous les autres qui n'ont pas bougé, n'ont pas eu à bouger. Vous ne bougez pas. Il y a des personnes qui doivent bouger, il y a des personnes qui ne doivent pas bouger. Écoutez cela. Pour leur propre santé, je pose. Alors, du coup, est-ce que l'Église et l'instruction catholique, bref, peu importe l'instruction enseignée concernant des croyances philosophiques, je rappelle, hein, philosophiques, a joué un rôle, puisqu'on parle de philosophie, hein, sur la manipulation, puisque si on regarde, la philosophie, c'est juste une manière de voir les choses, un angle de vue. Donc, peu importe qui dit A ou qui dit A plus A, s'il dit A plus A, il t'a dit que c'est de la philosophie, là on est dans des problèmes, parce que la philosophie, c'est bien l'art de penser. Que disent les plus stricts d'aujourd'hui sur ce sujet, peu importe qui dit A plus A, aujourd'hui on est obligé de presque respecter une personne qui dit A plus A. Même si c'est une personne de forte influence, comme un président. Alors, je voudrais savoir si, par ces instructions, on a aussi embrigadé, fait venir des personnes dans un système qui n'était pas forcément leur système, et ainsi fait rejoindre dans une société un petit peu dans l'univers qui lui correspond, c'est-à-dire être strict, être coincé, être soft et dilué. Donc l'univers qui lui correspond, respectons-les, entre guillemets. Respectons ce qui lui appartient. Et j'aurais aimé savoir comment la France est devenue un endroit un petit peu sec et aride, malgré une forte présence dans le centre de la France, il me semble, de massifs, non? Allons constater cela. Des massifs, des arbres, de la nature, est-ce qu'on peut pas en retrouver à plusieurs endroits? Alors, comment ça se fait que la France soit devenue un pays si sec et n'ayant pas une seule goutte pour le visiteur? C'est pas parce que je m'appelle Amel, hein? Ou bien peut-être que oui. J'en vois des arbres, quelques arbres ici déjà. Il y a des arbres. Même pas la peine d'aller creuser un petit peu plus là. Il y a des arbres. Est-ce que c'est insuffisant?
Apparemment, il y a même des cascades. Mais oui, il y a des cascades, puisque il y a à Marseille, il y a les Calanques. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le monde entier ignore peut-être cela en vérité? Les plus beaux paysages de France. Mais alors, où ça sort ça, des plus beaux paysages de France? Bah bon, à part les monuments et de l'église, je ne connais pas de plus beaux paysages en France comme ça, présentés comme cela. Non, je ne connais pas. On dirait qu'on est en Amérique là. Et je ne connais pas. Vous avez sorti cela en 4 minutes pour dernier moment de présentation. Je ne comprends pas. Allons découvrir ensemble les plus beaux paysages de France. On n'a rien dit. Elle est venue déposer des montagnes et un peu de colorant. Un peu de sable blanc et la lumière. On a déplacé un peu la lumière pour faire des belles photos. C'est pas possible. Ça a l'air d'être un peu morose. Vous voyez, quand on se promène là-bas, c'est un peu éteint. Ouais, voilà. S'il manque peut-être d'animation, s'il y a ça, pourquoi les gens ne sourient pas? Je connais des endroits avec ça et les gens sourient. Alors, rien que d'y penser. Ils sourient très grand, très fort même. La côte de Grani en Bretagne. Côte de Grani? Grani, tu veux dire... Non, ne me laisse pas dire cela parce que vous allez emporter vous allez les amener chez vous. Passons vite. Ah oui. Les gorges du Verdon. J'ai pas du mal à voir comment c'est. On fait passons. Albi. Les Calanques. En effet, les Calanques sont un endroit dit nourrissant peut-être. La Camargue. On aurait presque dit qu'on est en Afrique. C'est curieux. On est à Toulouse là. C'est ça, je vous laisse aller voir.